Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour un épisode un peu particulier où on va essayer quelque chose d'un peu inédit aujourd'hui. Faire un bilan de compétences soi-même, simplifié. Comme ce sont les vacances d'été et que vous allez avoir quelques semaines devant vous pour souffler, j'ai eu envie de vous proposer ça sous forme de cahier de vacances, en se disant, après tout, il y a des fois où on a besoin d'un accompagnement professionnel, et puis il y a des fois où on a juste besoin d'un petit coup de pouce méthodologique, et peut-être qu'avec cet épisode, vous trouverez déjà des réponses qui vous permettront de prendre des bonnes décisions pour la rentrée. Donc je suis très heureux de vous proposer ça, et cette idée me vient de plusieurs messages que j'ai reçus de personnes qui se demandent si oui ou non ils ont besoin d'un accompagnement. Alors évidemment, ce sera jamais pareil d'avoir un accompagnement de 3 mois avec une dizaine de séances de travail complètes, avec des exercices complets. Ça ne remplacera jamais ça, mais parfois, un petit coup de pouce suffit pour y voir clair. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous proposer cet épisode. Petite intro quand même sur le podcast. J'ai eu du mal ces derniers temps à trouver le temps de produire du contenu. Et j'ai eu beaucoup d'invités, et c'était super. Merci à eux d'être passés au micro, merci à elles aussi. Il y avait des gens passionnants. Mais j'ai un petit arrière-goût, quand même, une petite pensée qui me dit « Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas posé des outils, présenté des outils, partagé des tips concrets. » Donc je suis heureux quand même là de reprendre le micro et de vous partager du contenu un peu inédit en dehors des sentiers battus. Et comme j'ai peu de temps en ce moment, je suis content de consacrer au moins 2 épisodes à ce sujet-là. Un autre point, c'est pour toutes les personnes qui ont posé des questions sur le formulaire que j'ai partagé. Alors, je vais supprimer ce formulaire parce que malheureusement, il n'y a pas assez de cadre et les questions que vous me posez manquent de contexte. J'ai pas ce qu'il faut pour vous répondre. Ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est plutôt de passer par Spotify. Dans chaque épisode, vous pouvez poser des questions et maintenant, je peux y répondre. Donc, si vous passez par Spotify, vous pouvez laisser un commentaire. Et donc, en commentaire, vous pouvez me poser une question. N'oubliez pas d'être précis dans votre question si vous voulez que je puisse vous répondre. Et moi, je m'engage à y répondre, puisque maintenant, on peut le faire. Techniquement, c'est possible. Et puis, évidemment, il me reste à vous remercier de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Merci de contribuer à faire connaître Trouver sa voie. Et si vous connaissez des entreprises qui peuvent être intéressées pour être sponsor du podcast, je cherche toujours, comme depuis un petit moment. Donc, n'hésitez pas à passer le mot. Alors, c'est parti, on se met au boulot sur ce bilan de compétences à faire par vous-même. En intro de ce sujet, je voulais quand même dissocier ce qu'on peut faire en solo et ce qu'on peut pas faire en solo. En fait, je vous invite à ne pas rester en solo si vous répondez oui à une de ces 5 questions. La première, c'est est-ce que vous avez du mal à sanctuariser du temps dans votre vie ? Parce que en solo, en général, on a du mal à être résilient, on a du mal à être régulier. La famille, le boulot, les coups de mou, la fatigue, etc., voire des enjeux de santé, tout ça, ça peut nous mettre un peu par terre et ça peut faire qu'on a du mal à s'y mettre tous les jours ou toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Et un bilan de compétences, c'est ça. C'est du travail régulier. Pendant 2 ou 3 mois, on va travailler toutes les semaines. Donc, si tu m'entends et que tu te dis, j'ai du mal à bloquer du temps, à être discipliné, alors je mets un bémol, peut-être qu'il vaut mieux un accompagnement. Deuxième point, c'est si tu sens que tu avances mieux en étant épaulé. Il y a des personnes qui trouvent une automotivation très forte, d'autres qui vont déplacer des montagnes quand quelqu'un le leur demande ou quand ils vont rendre des comptes à quelqu'un, quand il y a un cadre. Et si tu as besoin de cadre, si tu as besoin d'être épaulé pour avancer, alors là, également, je t'invite plutôt à ne pas forcément faire la démarche en solo, mais à te faire accompagner. Troisième raison, c'est si tu as du CPF qui te sert à rien, autant faire les choses bien. Vas-y sur un accompagnement professionnel, ce sera plus sérieux, ce sera mieux mené et tu éviteras de perdre du temps à bricoler entre guillemets. Quatrième raison de peut-être pas le faire en solo, c'est si tu as besoin de résultats rapides. Parfois dans notre vie, on se retrouve à devoir prendre une décision rapidement, on se retrouve dans une situation où il faut réagir vite, on va avoir seulement 1, 2, 3 mois devant nous, soit parce que c'est bientôt la fin du chômage, soit parce qu'on doit répondre à une offre d'emploi, soit parce qu'on hésite à se former et l'inscription, elle est dans quelques semaines, il faut se décider.
Alors dans ces cas-là, je t'invite aussi à faire les choses un peu plus sérieusement et pas forcément en solo. Et puis une dernière raison peut-être de ne pas le faire en solo, ce serait si tu as déjà essayé, avec des livres, avec des podcasts, avec les outils que je propose sur Trouver sa voie, et que tu sens que ça rame un petit peu, ça pêche un peu, il manque quelque chose, et il te manque un regard extérieur, un miroir, une posture d'expert ou de coach en face pour essayer de révéler autre chose, dans ce cas-là, ça marchera peut-être pas si bien que ça en solo. Mais sinon, si on oublie ces 5 points-là, le but ici, c'est que tu aies un outil concret, précis, pratique, et que tu puisses répliquer la méthodologie globale que moi j'utilise en bilan de compétences pour te l'approprier et pour essayer d'avancer par toi-même dans les semaines qui viennent. Donc il y aura 2 épisodes. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire la première partie d'un bilan de compétences, l'introspection. Et puis le deuxième épisode, la semaine prochaine, ce sera comment est-ce qu'on réalise son investigation. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 grandes phases dans un bilan. Il y a une phase où on se pose des questions, une phase introspective. Une fois qu'on a fait ça, on se connaît bien, on a plein d'éléments. Mais en général, on sait toujours pas où on va. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé au micro, bien se connaître, savoir qui on est, ça ne te dira pas toujours où tu vas. Et c'est pour ça qu'il y aura une deuxième phase essentielle, c'est une phase d'investigation, une phase d'action, une phase de terrain pour aller trouver des réponses. Parce que l'introspection va t'amener beaucoup de questions et pas trop de réponses. Et à l'inverse, la deuxième phase qu'on traitera dans le prochain épisode va t'amener des réponses sans se poser trop de questions. Aujourd'hui, on parle donc d'introspection. La méthodologie que j'emploie en introspection, c'est en général un accompagnement qui va durer 1 mois, 1 mois et demi, où on va faire 6 séances de travail et on va revisiter plusieurs éléments, et je vais te les partager ici. On va se voir toutes les semaines, on va avoir à chaque fois un exercice et une séance d'1 heure ou d'1 h 30 pour débriefer cet exercice. Donc dans la phase d'introspection, on va couvrir plusieurs sujets. La première étape, la première séance est consacrée à une relecture de vie. On revient sur des moments forts de notre vie et on essaye d'identifier, voir s'il n'y a pas des schémas, des choses qui sont déjà bien présentes depuis qu'on est tout petit et qui fonctionnent depuis qu'on est tout petit et qui sont encore là alors qu'on est devenu grand et qu'on se pose de nouvelles questions. Je ne vais pas aller dans le détail des exercices qu'on fait dans cette phase-là, mais je vais essayer de transposer avec d'autres exercices. Il y a une deuxième séance dans l'introspection qui est de revenir sur nos croyances limitantes. Là aussi, je te proposerai un petit exercice pour essayer de couvrir cette séance très simplement en solo. Ensuite, je propose une enquête 360. On va demander à nos proches ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous ont vu grandir, quel genre de job ils imaginaient qu'on ferait quand on serait plus grand, ou tout simplement quelles sont les top compétences que nous avons à leurs yeux. Ça aussi, on va essayer de le couvrir ici. Enfin, dans l'introspection, il y a d'autres éléments. Il va y avoir des tests de personnalité. On va en reparler aujourd'hui. Il va y avoir ce que j'appelle des schémas vertueux. C'est d'essayer de repérer ce qui a le mieux fonctionné dans ta carrière jusqu'à maintenant. Il va y avoir évidemment des compétences. On parle d'un bilan de compétences. Donc on a une séance dédiée aux compétences, les compétences innées, ce qu'on fait le mieux dans notre vie. Et puis, je termine en général avec mes clients la phase d'introspection avec une séance qui s'appelle Objectif de vie. Ici, l'idée, c'est d'avoir un cap à long terme, histoire de pouvoir prendre des décisions court terme basées sur une trajectoire de fond, sur une vision de qui on veut être dans le futur. Ça aussi, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon sens, le job idéal, c'est tout simplement d'être payé à être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire d'être payé à être soi-même ? Ça veut dire être payé à utiliser les compétences qu'on utilise naturellement, faire ce qu'on fait naturellement et être payé pour ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le faire avec des gens ou dans un milieu ou dans un secteur ou dans une industrie qui nous ressemble et où on se sent bien. C'est pas pareil de travailler dans la pub que de travailler dans la sidérurgie. C'est pas pareil de travailler dans le théâtre que de travailler dans l'univers de la formation. Ça, ce sont les secteurs d'activité. C'est le deuxième pôle. Et le troisième pôle, c'est le mode de travail. C'est-à-dire que, en fonction du job que tu vas faire, le type de manager, le niveau de liberté que tu vas avoir, le fait d'être freelance, salarié, entrepreneur, la culture de l'endroit où tu travailles, les horaires, etc.,
Tout ça, c'est le mode de travail et c'est super important pour plein de raisons et je vais y revenir. Mais une des raisons, c'est que quand on a en général un petit coup de mou professionnel et quand on se remet en question, on a souvent l'impression qu'il faut remettre en question le métier, premier pôle, le secteur, deuxième pôle, et le mode de travail, troisième pôle. En fait, très souvent, dans 80% des cas, c'était le mode de travail. On est tombé sur un manager pervers narcissique. On n'est plus assez payé. On a l'impression de ne plus être vraiment utile. On est fatigué, on est au bord du burn-out. Tous ces éléments-là sont des éléments plutôt de mode de travail qui nous font nous poser des questions et remettre en question l'ensemble de notre job et de notre carrière. Ce que j'observe, c'est que bien souvent, on a choisi plutôt les bons jobs dans les bons secteurs, mais le mode de travail s'est dégradé et donc on vient remettre en question un peu l'ensemble, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain alors qu'il fallait simplement adapter le mode de travail. Donc ce troisième pôle, il est super important aussi, il est même essentiel pour une bonne partie d'entre nous. Et je vais y revenir aussi. Donc pour préparer cette introspection, si tu es prêt ou si tu es prête à te mettre au boulot, je te propose de faire très simple. C'est l'été, on est en vacances, et donc on va essayer de garder un côté un peu léger, un peu rapide, un peu simple et facile et concret sur ce bilan de compétences en solo. Donc, je te propose de prendre simplement une feuille A4 ou un cahier dans lequel tu vas choisir 4 pages. Et on va faire le plus simple possible. On va avoir un quart de ta feuille, le quart par exemple en haut à gauche, qui va être consacré à ta prise de notes sur les compétences, le cœur de métier. J'appelle ça le quoi. Tu peux écrire quoi dessus. C'est qu'est-ce que je fais. C'est-à-dire, est-ce que je suis payé à parler, à communiquer, à coacher, à écouter, à contrôler, à diriger, à diagnostiquer, à auditer. Voilà. Ici, ça va être vraiment les compétences sous forme de verbe d'action. C'est ce qu'on fait de mieux. Et tant qu'à faire, autant être payé à faire ce qu'on fait de mieux. Donc, dans cette page ou dans ce quart de page dédié au quoi, je t'inviterai pendant tous les petits exercices qu'on va faire à prendre des notes sur les compétences que tu aimes utiliser. Dans la deuxième page ou dans le carré en haut à droite, par exemple, je t'invite à parler plutôt du où. Le secteur, l'industrie, la typologie de personnes avec qui tu travailles. Là, on va plutôt parler donc de secteur d'activité. Ça va être toutes les idées d'environnement, de thématiques, tous les intérêts que tu peux cultiver. Si tu aimes le sport, le sport peut être un secteur. Si tu aimes la tech peut être un secteur, etc. Dans ce petit cadre ou dans cette page, je vais t'inviter à écrire, à mentionner tous les intérêts et tous les secteurs qui seraient intéressants à explorer. Troisièmement, je t'invite à avoir une case dédiée au mode de travail. Donc pourquoi pas la case en bas à gauche de ta feuille, ou alors une page dédiée à ça. Le mode de travail, c'est le comment. On avait le quoi, on avait le où, et là maintenant, on s'intéresse au comment. Et dans le comment, tu viendras mettre tous les éléments qui sont nécessaires pour que tu trouves du sens au travail. Pour certains, ça va être la rémunération, pour d'autres, ça va être le fait d'avoir du feedback, pour d'autres de se sentir utile, ou d'avoir un impact, ou d'être reconnu, etc. Tous les apprentissages, tous les insights que tu vas récupérer sur le comment j'aime travailler, eh bien, tu pourras le mettre en bas à gauche. Par exemple, si tu as plutôt envie d'entreprendre, ou si tu as envie de tester le temps partagé, ou si tu penses que tu as besoin de stabilité, si tu as besoin de plus d'argent, bref, tout ça, c'est du comment, du mode de travail. Si tu me suis, il nous reste une case, la case en bas à droite ou la 4e page de ton cahier. Et ici, on va venir noter toutes les pistes. À mesure qu'on fait des exercices, tu vas identifier des compétences qui vont dans le quoi, des idées de secteur ou d'intérêt ou de thématique ou de combat à mener, etc. qui vont dans le où. On va trouver des éléments clés de mode de travail qui vont dans le comment. Et tout ça mis bout à bout, ça peut te donner des idées de pistes. Et donc les pistes, tu pourras les mettre dans le quart en bas à droite de ta feuille ou dans cette page dédiée aux pistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une piste ? Je dois m'arrêter un peu là-dessus parce que c'est super important de ne pas se prendre la tête sur les pistes. Si tu penses qu'une bonne piste, c'est ton futur métier, tu n'en trouveras aucune. Aucun test de personnalité, aucun exercice de développement personnel ne va te donner ton futur métier. Je t'invite à voir les pistes
comme des ingrédients d'une recette finale. Si par exemple, tu te dis, voilà, je pense que la petite enfance, ça peut m'intéresser, ok, eh bien, c'est une piste. Mais peut-être que tu pourras faire de la finance dans la petite enfance, ou peut-être que tu pourras travailler sur des boulots où tu es dans le cœur du réacteur. Mais je t'invite à mettre tout ce qui te passe par la tête. Si tu te rends compte que tu as un intérêt pour la musique classique et que le métier de chef d'orchestre, il te passionne, eh bien, évidemment, c'est pas réaliste. Tu vas pas devenir dans 6 mois chef d'orchestre, sauf si tu l'es déjà. En revanche, si tu réussis à te forcer à mettre cette piste dans ta besace, c'est-à-dire dans ta liste d'ingrédients, peut-être que par association d'idées, tu vas penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu n'avais pas mentionné cette piste. Je te donne un exemple sur le chef d'orchestre. Peut-être que demain, tu vas te rendre compte qu'il y a des entreprises qui travaillent autour de la musique et que quand tu rencontres un chef d'orchestre, il va te parler d'un autre sujet lié à la gestion de projet et que ça, c'était l'élément qui te manquait pour y voir clair dans ta prochaine étape. Si tu t'étais interdit de penser à ce métier de chef d'orchestre comme une piste, tu n'aurais pas eu ce déclic, tu n'aurais pas eu ce trait d'union entre la gestion de projet et la musique. Et donc, il faut bien voir les pistes comme des éléments de base de travail, de base d'exploration, et non pas comme tes futurs métiers. On a souvent tendance à penser qu'un bilan de compétences, c'est une liste de compétences qu'on va faire matcher avec une liste de métiers, et puis on va essayer de fonctionner par algorithme, et on va se dire, voilà, ce métier, il me convient à 80%. Ça existe. Les tests qui permettent de faire ça, ils existent, mais ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il va falloir des déclics, des traits d'union, des rencontres, et tout plein de choses qu'on ne peut pas trouver dans une introspection. Donc je t'invite vraiment à imaginer de façon très élargie toutes les pistes qui peuvent t'intéresser, les pistes de métier, les pistes de projet, les pistes de personnes avec qui tu aimerais travailler, des pistes de choses que tu aimerais investiguer, des combats que tu peux vouloir mener, etc. On est un peu proche du où d'ailleurs, du secteur. Mais les pistes, faut les voir comme le point de départ d'une exploration, beaucoup plus que comme une destination métier. Maintenant que j'ai dit ça, on va pouvoir se mettre au travail avec quelques exercices d'introspection. Alors on va essayer de résumer 1 mois et demi de travail en 15 minutes d'épisode. Enfin, 1 mois et demi que je fais avec mes clients en général en 15 minutes d'épisode. J'espère que ça fonctionnera. J'espère que ça pourra t'aider à avancer. La première chose que je te propose de faire, c'est une mini relecture de vie. Ça va consister à identifier 5 moments de ta vie. Tu peux prendre une autre feuille et te poser cette question. Voilà, comment j'étais quand j'avais 15 ans? Comment j'étais quand j'avais 20 ans? Comment j'étais quand j'ai eu mon premier job? Et puis comment j'étais quand j'ai eu tel succès il y a 3 ou 4 ans? Etc. Identifie 3, 4, 5 moments de ta vie. Pas forcément des moments forts, mais des moments positifs. Une fois que tu as identifié ces moments, je t'invite à te poser 2 questions pour chacun de ces moments. La première, c'est qu'est-ce qui était important pour moi dans la vie à ce moment-là? Et là, tu fais une petite pause et tu peux remplir des éléments là-dessus, tout ce qui te passe par la tête. Deuxième question que je t'invite à te poser, c'est quelles étaient les compétences que j'avais pour faire ce que je faisais à cette époque-là? Qu'est-ce que j'utilisais comme qualité? Comment j'étais à ce moment-là? Dans quoi j'étais fort, etc. Je m'arrête ici, sur ce petit exercice tout bête. Tu peux peut-être mettre sur pause ou je sais pas trop comment t'organiser avec cet épisode. Mais une fois que tu auras fait ça, l'idée c'est de prendre du recul et de te dire, ok, comment je remplis ces 4 cases? Les top compétences, le mode de travail, ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin en fait. C'est là-dedans qu'on va trouver le sens au travail. Tu peux remplir aussi, pourquoi pas, des idées de secteur, donc les choses qui t'intéressent, des sujets qui t'intéressent. Et évidemment, si tu en as déjà, mettre des idées de pistes, métier, projet, carrière, etc. Et on passe au deuxième petit exercice. Alors, comme tu le vois, c'est une version très très simplifiée du bilan de compétences, mais en même temps, c'est le but, c'est de faire en peu de temps un travail relativement complet, mais évidemment, on va devoir faire des arbitrages
et choisir quelques exercices parmi tant d'autres. Et quelques questions au sein des exercices parmi tant d'autres, parce qu'on va pas pouvoir tout faire. Deuxième mini-exercice que je te propose, c'est une petite enquête 360 auprès de ton entourage, des gens qui te connaissent bien. Essaie d'essayer d'aller voir 2, 3, 4, 5 personnes qui te connaissent depuis que tu es tout petit et de leur poser peut-être 2 questions. On va pas faire trop long. Dans ma version un peu officielle, on est plutôt sur une 30aine de questions, mais là, on va essayer de rester focus et de rester simple. 2 questions à poser à tes parents, à des cousins qui t'ont bien connu, à des amis d'enfance, à des profs avec qui t'as bien fonctionné à l'époque, des gens qui t'ont connu quand t'étais enfant, adolescent ou jeune adulte. Les 2 questions que je t'invite à leur poser, c'est si tu devais écrire un livre ou faire une conférence, de quoi ça pourrait parler? Et deuxième question, pour lesquelles de tes compétences ils seraient prêts à payer? En d'autres termes, lesquelles de tes compétences sont suffisamment chouettes et impressionnantes à leurs yeux pour qu'ils estiment que ça mériterait de te payer pour faire ça? Il y en a peut-être qui vont te dire moi je trouve que tu organises super bien les événements, les rencontres avec les copains, les ci, les ça, etc. Ok, organiser des événements, ça fait partie des compétences pour lesquelles vous êtes prêt à payer pour moi, ok, je le note. Donc, ces 2 questions-là, une fois que tu as obtenu des réponses, vont te permettre de remplir ton petit document, donc ta feuille A4, avec, une fois de plus, des compétences clés, avec pourquoi pas des modes de travail, alors peut-être un peu moins sur cet exo, mais pourquoi pas. Par exemple, tu as toujours été très dynamique, tu as toujours aimé les environnements dynamiques, tu as toujours été très entreprenant, ok, peut-être que dans le mode de travail, il y a de la dynamique et de l'entrepreneuriat, ou au contraire, tu as toujours été quelqu'un de très calme, très réfléchi, ok, peut-être que dans le mode de travail, il faut du calme et de la réflexion. C'est pas pareil que les compétences, on est bien dans le mode de travail, de quoi j'ai besoin pour être bien. Et dans cet exercice, peut-être aussi que tu vas avoir des idées de secteurs d'activité, d'intérêt, de sujets, de thématiques. Et évidemment, tu peux chercher des idées de pistes. Je fais une micro-pause. Et puis, on continue sur les tests de personnalité. Alors, des tests de personnalité, il en existe plein. Peut-être que tu as déjà passé un test qui s'appelle le DISC, avec les 4 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu. Peut-être que tu as déjà passé un MBTI ou un Ennéagramme. Peut-être que tu connais déjà ton profil ProcessCom, etc., etc., ou ton profil RIASEC. Et ici, ce que je te propose, c'est déjà de ressortir des cartons tout ce que tu as pu faire dans ta vie comme test. Probablement que quand tu étais étudiant ou étudiante, ou dans ta vie de professionnel, tu as peut-être déjà fait des tests. C'est l'heure de les ressortir, de les analyser de nouveau, et de voir est-ce qu'ils ne peuvent pas te permettre de remplir ton petit document de travail avec les 4 cases dont on parlait. Le quoi, le où, le comment et les pistes. Et ensuite, puisqu'il faut bien arbitrer et qu'on ne peut pas ici faire des tests dans tous les sens, on est sur un épisode un peu rapide et synthétique. Moi, il y a 2 tests gratuits que je te propose de réaliser. Je les trouve très héroïstes, c'est-à-dire que je trouve qu'avec très peu de temps, ils apportent beaucoup de valeur. Le premier, c'est le profil MBTI que tu peux passer sur un site qui s'appelle 16personnalités.com. Et le deuxième, c'est ton profil RIASEC, RIASEC. Et là, il n'y a pas vraiment de super site. Normalement, c'est un test payant, comme le MBTI d'ailleurs, mais tu peux trouver des versions dégradées de ce test, mais gratuites, qui fonctionnent pas trop mal. Comment exploiter ces tests? Déjà, tu les passes. Donc, tu regardes ensuite toutes les infos sur ton profil MBTI et ton profil RIASEC. Et en lisant ce profil, tu regardes à côté ton document de travail et tu viens remplir le quoi, les compétences clés, le où, les thématiques qui pourraient t'intéresser, les secteurs d'activité où on retrouve les gens qui sont dans ton profil. Surtout le RIASEC va être très parlant là-dessus. Et tu remplis aussi le comment, tout ce qui est important pour toi, le mode de travail, les éléments de satisfaction au travail, ce dont tu as besoin pour être bien. Dans ces tests, en général, tu trouveras aussi des listes de métiers. Et ça, tu t'en sers pour identifier des pistes. Donc, tu peux lire ces listes et aller chercher dans ton document de travail, la case piste, et mettre tout ce qui te fait chaud au cœur. J'insiste, ne cherche pas ton futur job.
indique toutes les pistes, toutes les idées de métier ou de carrière qui te font quelque chose. C'est tout, pas plus ambitieux que ça. Juste les idées qui te font quelque chose. Si tu vois le mot paysagiste et que ça te fait quelque chose, écris-le. C'est pas l'important de savoir si tu peux devenir paysagiste ou non. Ça n'est qu'un ingrédient. Dernière étape avec les tests, c'est la puissance de l'intelligence artificielle. Moi, je l'exploite de plus en plus. C'est hallucinant ce qu'on peut faire avec ChatGPT et un profil MBTI et un profil RIASEC. Et donc, la dernière étape, c'est tout simplement de prendre tes 4 lettres de ton profil MBTI, les 4 premières lettres que tu auras dans ton profil, que tu peux passer sur 16 personnalités, c'est gratuit. Tu prends les 4 premières lettres et tu prends la première ou les 2 premières lettres de ton profil RIASEC. Et là, je t'invite à rentrer 3 choses dans ChatGPT, par exemple. La première, c'est « Donne-moi 50 idées de métier les plus adaptées à tel profil MBTI », ou tu peux même demander 100 idées de métier. Et hop, tu vas avoir une liste qui va être très pertinente. Tu fais pareil avec ton profil RIASEC, et hop, tu vas avoir une liste très pertinente. Et enfin, tu crunches, tu fais un prompt pour dire « Donne-moi des idées de métier et de carrière qui intègrent tel profil MBTI et en même temps tel profil RIASEC. » Et là, tu auras encore une cinquantaine, une centaine d'idées de métiers qui devraient, pour la plupart, te parler. Et donc, tous ces éléments, ça part dans tes pistes, évidemment. L'intelligence artificielle, tu peux jouer avec d'ailleurs pour aller un peu plus loin. Tu surfes sur la vague, une fois que tu as des idées intéressantes, tu dis « Ok, mais je voudrais des idées sans devoir reprendre des études, ou qui gagnent plus que 2, 3, 4, 5 000 euros net par mois, etc. » Et tu peux jouer avec ChatGPT pour enrichir la data, mais améliorer la qualité de tes pistes. Le but, c'est de poser le truc au début et après de jouer avec. Sans y passer non plus des heures. Parce que, j'insiste, les pistes sont des ingrédients et non pas des destinations. Normalement, à ce stade, tu dois déjà avoir une feuille bien remplie avec des top compétences, avec des secteurs d'activité, des thématiques, des centres d'intérêt qui te plaisent, avec des éléments importants de mode de travail, des choses dont tu as besoin pour être bien, et avec déjà 4, 5, 10, 20, 30 pistes qui pourraient être intéressantes à investiguer. On va continuer avec 2 derniers exercices. Le suivant, ça va être de reprendre chaque métier, chaque expérience que tu as vécue. Si tu as été serveur dans un bar de plage, tu le prends. Si tu as fait des colos, tu le prends. Tu prends tout ce que tu as fait en fait dans ta carrière jusqu'à maintenant. Même les plus petites expériences, même l'intérim, etc. Et je t'invite, une fois que tu as écrit sur une feuille toutes ces expériences, tu mets juste 1 ou 2 mots-clés, on écrit juste le nom de l'expérience, eh bien je t'invite à te poser une question pour chacune de ces expériences. C'est « Qu'est-ce que j'ai préféré ?» Qu'est-ce que tu as préféré dans cette expérience? Non pas ce que tu as préféré faire, mais ce que tu as préféré tout court. Et quand tu vas faire ça, tu vas te retrouver avec une liste de 5, 10, 15 éléments qui sont tous liés en général au mode de travail ou aux compétences. Et ces éléments, ils valent de l'or parce qu'ils sont réplicables pour la suite de ta carrière. Et cela, pareil, tu peux les mettre dans ton document. Ensuite, deuxième volet de cet exercice, c'est de revenir sur tes compétences. À ce stade, tu devrais avoir déjà 5, 10, 15, 20, 30 compétences dans ta case compétences de ta petite feuille, en haut à gauche, si tu me suis depuis le début. Je t'invite à prendre ces compétences et entourer celles que tu préfères utiliser. Et ça, on va dire que ce sont tes top compétences. Et avec ça, déjà, ça te donne quand même un certain avant-goût du cœur de métier que tu pourrais réaliser. Si par exemple, tu te rends compte que ce que tu préfères, c'est auditer, analyser, contrôler, mener à bien, eh ben, ça peut t'orienter vers certains types de boulot. Si ce que tu préfères, c'est écouter, jouer avec les émotions, comprendre, vendre et convaincre, ça t'emmène vers d'autres types de boulot. Et tu peux d'ailleurs reprendre ce top 4, top 5, top 6 de tes compétences que tu as entourées, et pareil, tu les mets dans ChatGPT et tu demandes des idées de boulot qui utilisent au maximum, qui valorisent au maximum ces compétences-là. Enfin, un tout dernier exercice que je te propose, c'est un exercice de visualisation à très long terme, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que tu ne peux pas savoir où tu seras dans 3 ans.
Et moi non plus, je peux pas le savoir. Et personne ne peut le savoir. Et c'est bien pour ça que c'est un drame qu'en entreprise et à l'école et tout ça, on nous demande « Alors tu te vois où dans 3 ans ?» Franchement, personne n'en sait rien. Ce qu'on peut savoir, c'est où on est tout de suite, de quoi j'ai besoin maintenant et de quoi j'aurai envie quand j'aurai 80 ans. Et donc là, on va s'intéresser à quand tu auras 80 ans. Et je t'invite à imaginer tout simplement qui tu veux être à très long terme, donc quand tu auras 70, 80, 80 ans, et à noter 3 choses. Des éléments matériels, où tu veux vivre à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux avoir comme patrimoine? Qu'est-ce que tu veux avoir comme objet? Peut-être une maison, un bateau, que sais-je. Deuxième chose que je t'invite à lister, c'est qu'est-ce que tu veux avoir appris? Qu'est-ce que tu veux avoir découvert? Et puis, dernière question, à quoi tu veux avoir contribué? Une fois que tu as fait ça, tu laisses reposer et tu reviens dessus un peu plus tard. Et une fois de plus, ça peut te permettre de remplir ton document de travail avec tes top compétences, avec le où, les secteurs, les thématiques, etc. que tu pourrais vouloir explorer, et avec les modes de travail qui sont importants pour toi. Mais surtout, la vraie finalité de cet exercice-là, ce dernier exercice, c'est de te faire prendre conscience que, après tout, aller vers le boulot A ou aller vers le boulot B ou aller vers le boulot C dans ta prochaine étape, peut-être que ça change pas grand-chose parce que ces 3 options sont bonnes pour le long terme. Ou peut-être qu'au contraire, tu es en train de te faire une vie qui t'emmène pas du tout dans la bonne direction. Et du coup, ni le boulot A, ni le B, ni le C ne sont OK. Et c'est plutôt une trajectoire qu'il faut faire réévoluer et il faut que tu changes un peu le tir parce que la trajectoire de ta vie, elle est pas bonne. Donc, l'objectif de ce dernier exercice, c'est d'identifier qu'est-ce que tu fais de tes journées, quelle trajectoire ça raconte et quelle trajectoire tu veux avoir eu in fine à la fin de ta vie et est-ce que les deux convergent? Et si c'est le cas, tout va bien. Et si c'est pas le cas, comment tu peux ajuster un peu les deux pour que ta trajectoire aille un peu plus vers tes objectifs de vie long terme? Je m'arrête ici pour les exercices, mais à ce stade, normalement, tu dois avoir une feuille donc bien remplie, tu dois avoir les idées un peu plus claires sur ce que tu fais bien, sur les thématiques qui t'intéressent, les secteurs qui t'intéressent, et sur les modes de travail qui sont bons pour toi, ce dont tu as besoin pour être bien et pour être heureux ou heureuse au boulot. Tu as aussi normalement pas mal d'idées de pistes qui vont pouvoir être explorées dans un deuxième temps. Et donc, pour choisir ces pistes, je te propose, avant de te poser une dernière question, et elle est super importante. C'est est-ce que c'est pertinent de raisonner en termes de métier pour toi dans ta phase d'exploration, ou est-ce que il est plus pertinent de raisonner en mode opportunité? Et ça, c'est difficile sans y travailler avec des exercices dédiés. Franchement, c'est pas facile de discerner entre les deux, mais j'ai envie de dire que si tu sens que tu es intéressé par un métier, par une expertise, alors oui, ça peut mériter d'aller creuser différents métiers dans tes pistes, et je t'invite à choisir des pistes qui sont plutôt sectorielles ou métiers. Et à l'inverse, si tu sens que tu es plutôt quelqu'un qui est un peu couteau suisse, qui pourrait être bien partout, qu'après tout, plein de métiers t'attirent, et que dans ta série de pistes, c'est hyper dur de choisir parce que, franchement, sur les 20 éléments qui sont apparus, les 20 t'intéressent et que tu sais pas trop par où démarrer, etc. Alors il est possible que tu sois un profil plutôt généraliste. Et si c'est le cas, et d'ailleurs tu as dû déjà m'entendre parler de ça au micro, si c'est le cas, alors tu n'arriveras pas à identifier le bon métier. Parce que si tu en choisis un, tu te prives de tous les autres, et c'est dommage et c'est frustrant parce que tu ne fonctionnes pas en mode métier. Si c'est le cas, je t'invite à regarder ta liste de pistes et te dire qu'après tout, on ne sait pas exactement quel sera ton futur job, mais plutôt, je t'invite dans ce cas-là à presque faire une croix sur ta liste des pistes et à regarder beaucoup plus sérieusement ta liste du comment, ta liste de modes de travail. Parce que si tu as un profil généraliste, il est probable que ça fonctionne mieux pour toi de raisonner par besoin que par métier. Je te donne quelques exemples. J'ai besoin de plus de flexibilité parce que pour ma vie de famille, en ce moment, c'est ça le sujet. Donc je dois trouver des pistes, donc je dois trouver un boulot qui m'amène de la flexibilité. Ok, c'est pas un métier, mais tu vas pouvoir investiguer. J'ai besoin de plus d'argent. Ok, c'est pas un métier, c'est pas un secteur, mais tu vas pouvoir investiguer. J'ai besoin de monter
en niveau académique, d'aller viser une licence, un master, un MBA, un doctorat. Ok, tout ça, ce ne sont pas des métiers, ce sont des besoins. Et si tu as un profil un peu touche-à-tout, je crois que raisonner par besoin fonctionnera mieux que raisonner par métier. Et donc, en conclusion de cet épisode, je t'invite à sélectionner 1, 2 ou 3 pistes à suivre qui sont soit des métiers, soit des secteurs, soit des besoins. Et tu peux mélanger un peu les 3. Et dans le prochain épisode, je te proposerai une méthodologie pour mener à bien cette investigation et donc terminer ton bilan de compétences en solo et trouver les réponses, en tout cas j'espère, que tu viens chercher avec cette expérience. Bonne semaine, bel été et à la prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.